Et commençons ce troisième volet, troisième film sur ce second cours de programmation orientée-objet. Troisième volet qui va se concentrer sur des notions de conception, de la classe avec ces notions d'encapsulation et de responsabilité. Alors commençons par l'encapsulation. Alors l'encapsulation, je vous le rappelle, ça considère un seul objet, ses données, et ça dit l'objet il a ses propres données qu'il encapsule et il ne doit pas permettre à un autre objet de pouvoir modifier son état interne. D'accord? Donc il est interdit, en théorie, de venir un petit peu toucher les objets qui sont possédés par un objet. Alors pour faire cela, la plupart des langages de programmation, et ici Java, va proposer des mécanismes de protection. Alors les mécanismes de protection, elles sont sur les propriétés des classes. Alors en Java, c'est un peu particulier parce que c'est du tout ou rien. Alors il y a d'autres déclinaisons, mais essentiellement ça marche comme ça. Donc en fait, vous pouvez prendre une propriété et dire cette propriété, elle est private, donc privée. Private, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que personne, aucun autre objet n'a le droit de lire ou d'écrire la donnée. D'accord? Donc ça, c'est ce qui nous intéresse ici. Si ma propriété ici est private, dans ces cas-là, je n'ai pas le droit, c'est interdit, je n'ai pas le droit d'aller lire ou d'écrire la propriété. À l'inverse, je peux mettre qu'une propriété est publique. Publique, et là, ça veut dire que tout le monde a le droit d'y accéder. Alors là, c'est complètement ouvert, hop, pas de problème, n'importe quel objet peut aller écrire ou lire une propriété. Donc il va de soi, bien sûr, vous avez compris que nous allons faire en sorte qu'à chaque fois qu'on fera une propriété, elle sera privée, bien sûr, ça suit les principes de la programmation orientée objet. Alors par contre, parfois c'est quand même un peu utile de pouvoir savoir est-ce que le livre est emprunté, par exemple, quel est son nom, d'obtenir des informations sur les données qui sont contenues dans un objet. Alors pour ce faire, on va définir des nouvelles méthodes, d'accord? Des méthodes qui vont permettre d'accéder à ces propriétés, d'accord? C'est ce qu'on appelle les getters et les setters. Alors en fait, quand on veut lire une propriété, on définit un getter, et quand on veut écrire sur une propriété, on définit un setter. Alors en Java, il y a certaines conventions de nommage. Donc essentiellement, ça consiste à utiliser le get ou le set, d'accord, et puis dans le nom de la méthode, et puis de continuer par le nom de la propriété en mettant une majuscule, là vous voyez, on met une majuscule ici, tac, pour bien distinguer le nom de la propriété du get. Voilà. Donc get livre, c'est une opération qui permet de lire la propriété de livre. Alors on peut parfois utiliser l'opération add livre, donc là ici on ajoute un livre, c'est uniquement lorsque la propriété est une liste. D'accord? Donc on a bien compris que ici j'ai mes propriétés, ces propriétés on n'a pas le droit d'écrire, on définit des méthodes, mais on repose la question, oui mince alors, mais si n'importe qui a le droit d'utiliser ces méthodes, est-ce que ça revient pas un petit peu au même? Alors pour pouvoir répondre à cette question, il faut d'abord parler d'objet interne. Ok? Alors qu'est-ce qu'un objet interne? Alors ici j'ai donné un exemple, l'exemple de la bibliothèque, et de la façon dont je l'ai codé la dernière fois. Donc la bibliothèque c'est celle-là. Donc là, lui là, le monsieur qui est là, l'objet qui est là, c'est ma bibliothèque. D'accord? Eh bien vous savez que dans ces données internes, il y a un ensemble de livres. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle un objet interne. D'accord? Donc si un objet utilise un autre objet, ici un objet interne, alors il faut faire très attention à ne jamais donner sa référence. Pourquoi? Imaginons ici que ma petite bibliothèque propose un traitement getLivre. Donc là, ici, j'ai un autre objet, je ne sais pas qui c'est, qui demande à obtenir une référence vers le livre. Donc, on va lui donner la référence, d'accord? Donc, s'il a la référence, ça veut dire qu'il peut, à tout moment, envoyer un message directement sur le livre, et pourquoi pas changer son état. Donc là, ça voudrait dire qu'on va poser un problème d'intégrité à la bibliothèque. Donc ça, c'est interdit. On n'a pas le droit de donner des références lorsqu'on a des objets internes. Donc du coup, ça me permet de fixer des petites règles un petit peu sur cette fameuse encapsulation et sur ces mécanismes d'accessibilité que sont private et public. Alors premièrement, lorsqu'on a des propriétés, je vous conseille vraiment de tout le temps les mettre private. Ça vous évitera bien des soucis. Alors ensuite, vous avez bien sûr le droit de mettre des getters ou des setters. Alors les getters, à la limite, c'est pas bien grave, c'est une lecture d'opération, donc c'est du private ou du public, c'est comme vous voulez, sauf lorsque vous vous amusez avec des objets internes. Si vous avez des objets internes, alors à ce moment-là, ça doit être du private, sinon vous pouvez avoir des petits soucis d'intégrité avec vos objets. Alors par contre, les setters, alors là, attention, ça veut dire qu'on peut modifier l'état interne d'un objet. Donc moi, je vous conseille d'utiliser essentiellement du private, ça veut dire seul l'objet a le droit de changer son état interne. Alors attention, parce qu'on me dira tout le temps, oui, mais moi j'ai vraiment besoin. Donc ces règles-là, les règles que je donne ici, sont vraies, sauf si on est en train de définir des objets qui
sont pas vraiment des objets, qui sont plutôt de la mémoire ou un disque dur, qui sont utilisés par plein d'objets pour échanger des données. On appelle ça de la mémoire partagée. Alors là, bien sûr, si jamais votre objet c'est uniquement une base de données et que tout le monde a le droit d'écrire dedans, alors les règles que je viens de donner ne marchent pas. Deuxième point de conception, cette notion de responsabilité. D'accord? Donc là, la question, c'est de savoir quand est-ce qu'un objet est responsable des traitements qu'il propose. La grosse difficulté de la programmation orientée-objet, c'est de savoir où est-ce qu'on met les méthodes. D'accord? Vous avez des classes à définir, on arrive à peu près à mettre les propriétés, et on se pose toujours la question de savoir où est-ce qu'on met les méthodes. D'accord? Donc en fait, l'exercice, c'est quasiment tout le temps le même. Vous avez une méthode qui arrive, et vous ne savez pas dans quelle classe vous pouvez la mettre. Vous verrez, quand vous aurez un petit peu plus d'expérience, que finalement, il y a toujours plusieurs choix. D'accord? Eh bien, il y a un petit guide qui vous dit mettez les méthodes dans les classes qui contiennent toute l'information nécessaire à la réalisation de la méthode. Donc, je vais donner un petit exemple sur ma bibliothèque. Donc voilà, j'ai toujours mes deux classes, livres et bibliothèque. Et voilà, je propose deux méthodes. Première méthode, voilà, lister les livres libres d'une bibliothèque. Donc je voudrais savoir, je prends une bibliothèque et je voudrais lui poser la question, est-ce que je peux avoir l'ensemble, la liste de tous les livres qui ne sont pas encore empruntés? Donc vous voyez que finalement, seule la classe bibliothèque, donc cet exemple est très simple, seule la classe bibliothèque peut répondre à cette question. C'est uniquement elle qui a la liste des livres qu'elle contient et qui peut savoir dans cette liste lesquels sont libres et lesquels ne sont pas libres. Donc ça ne peut pas être le livre, on ne peut pas poser une question à un livre, donne-moi l'ensemble des livres, non, il connaît son état et c'est tout, il ne connaît pas les autres livres. Donc forcément, ça remonte à la bibliothèque qui, elle, connaît l'ensemble de ses livres, ici on a bien l'ensemble des livres, d'accord? Et donc, elle peut facilement répondre à cette question. Alors, deuxième question, je vais changer un petit peu de couleur. Je vais prendre du noir et je vais peut-être passer un petit peu plus petit. Voilà, stylé. Deuxième question, donnez-moi la liste de tous les livres libres. Je me suis inversé dans la question. C'est pas grave. Ici, c'est tous les livres libres. Non, je ne me suis pas inversé. C'est bon, ça. Donc, en fait, quelle que soit la bibliothèque, on imagine, j'ai plusieurs bibliothèques. Donc là, imaginons ici, hop, vous avez, pourquoi c'est rouge? C'est pas grave, on va rester sur le rouge. Donc voilà, on imagine deux bibliothèques et on veut, donc là, celle-là, elle a ses livres, ici c'est sa petite base de données, celle-là, elle a ses livres, c'est sa petite base de données, et on veut obtenir la liste des livres qui sont libres dans les deux bases de données. Pour pouvoir faire cela, il faudrait avoir une référence vers les deux bibliothèques. Donc en gros, qu'est-ce qu'il faudrait avoir? Il faudrait avoir un tableau, d'accord, de bibliothèques. Ok, et uniquement quand on a ce tableau de bibliothèque, on peut répondre à la question. Et bien donc du coup, il n'y aura pas le choix. Pour répondre à cette question, il faudra définir une nouvelle classe, d'accord, je ne connais pas le nom, qui elle disposera du tableau de bibliothèque et on lui mettra, hop, l'opération 2. Voilà. Donc on peut s'amuser à ce jeu quasiment à l'infini, là j'ai d'autres exemples, qui gère les erreurs en cas d'emprunt. Donc on a vu qu'emprunter, on l'avait, je repasse avec mon petit jaune ici, on a vu qu'emprunter, on l'avait, on l'a vu, excusez-moi, on a vu qu'on avait emprunté dans le livre, on a vu qu'on avait emprunté et rendre dans le livre, on a vu dans le code que emprunter était aussi dans la bibliothèque, mais si jamais j'essaye d'emprunter un livre qui est déjà emprunté, comment ça marche, qui gère les erreurs, etc., etc. Donc ça c'est d'autres questions, je vous donne la solution, ça sera ici, c'est d'autres questions qui vont nous casser les neurones quand on va devoir faire cette affectation des responsabilités. Donc souvenez-vous d'une seule chose, pour affecter une méthode à une classe, il faut chercher la classe qui a toutes les informations nécessaires et suffisantes pour pouvoir répondre à cette question, ce sera elle la responsable. Voilà, donc on a terminé ces trois volets, je vais faire la conclusion ici, on a terminé ces trois volets de programmation, on a donné des notions de base de classe. Qu'est-ce qu'on a vu un peu plus précisément? On a vu que c'était qu'une classe, d'accord? On a vu qu'une classe, ça définissait un ensemble d'objets, c'est essentiellement du typage, donc avec le nom de la classe, les propriétés qu'elle définit et les méthodes, d'accord? On a vu des notions d'encapsulation, sur la façon de protéger les données, on a donné des règles sur private et public, d'accord? Attention aux références d'objets, d'accord? Et pour finir, on a vu quelques notions sur la responsabilité, d'accord? Pour savoir comment affecter des méthodes aux classes, il faut chercher la classe qui sait faire, qui a toute l'information nécessaire et suffisante pour pouvoir réaliser le traitement. Voilà,
Rendez-vous cours numéro 3, on va aller beaucoup plus loin dans la conception, on va voir des notions d'héritage, d'interface, puis on commencera un petit peu à parler peut-être de design pattern et aussi de métrique pour avoir un peu plus d'informations sur comment on conçoit une application objet. À bientôt!